Radio Kunafoni, c'est l'heure du journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de Radio Kunafoni de ce samedi 6 décembre 2025. Au micro, Kadiatou Traoré. Nous ouvrons cette édition avec une page spéciale consacrée à un événement historique, la signature jeudi 4 décembre à Washington DC d'un pacte de paix entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Une cérémonie organisée au Donald Trump Institute for Peace où Radio Kunafoni était présente. Les détails dans un instant. Dans le reste de l'actualité, la libération de 8 employés de l'ONG INSO au Burkina Faso après plusieurs semaines de tensions avec le gouvernement burkinabé. De nouvelles discussions entre Washington et Kiev pour tenter de tracer un chemin vers une paix durable en Ukraine. Un net durcissement de la politique migratoire américaine après l'attaque meurtrière survenue dans la capitale. Enfin, en sport, lors du tirage de la Coupe du Monde 2026, hier à Washington DC, une annonce inattendue. La FIFA crée un prix de la paix et le décerne à Donald Trump. Les détails tout de suite dans le journal. Le 4 décembre marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis avec la signature des accords de Washington. Cet accord fondamental se compose de la déclaration du principe d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda ainsi que d'un cadre d'intégration économique régionale. Le but de ces accords est d'établir une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, tout en abordant les racines économiques du conflit issu de lutte pour l'accès aux ressources naturelles en intégrant des secteurs clés tels que l'énergie et l'agriculture. Les accords visent également à favoriser un développement économique transparent et une coopération régionale solide. Dans une mise en scène solennelle, les deux présidents se sont assis de part et d'autre de la table de signature sans un échange direct. Aujourd'hui, les États-Unis signent des accords bilatéraux avec le Congo et le Rwanda qui ouvriront de nouvelles opportunités pour l'accès américain aux minerais critiques. Nous enverrons certaines de nos plus grandes entreprises dans la région pour extraire des terres rares et d'autres ressources et tout le monde va gagner beaucoup d'argent. L'intervention de Donald Trump a rapidement ouvert la voie à la dimension économique du pacte. Pendant la conférence de presse juste après la signature, dirigée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, le gouverneur André Ouamesso, présent en tant qu'expert de l'intégration économique régionale, a replacé les enjeux dans une perspective historique. Cette crise, les causes profondes sont économiques. À la fin de la guerre froide, il y a eu une volonté d'avoir accès aux matières premières qui servent aujourd'hui à ce qu'on utilise les téléphones portables, les ordinateurs. Il lui fallut à l'époque que le Zaïre puisse privatiser ces entreprises minières qui étaient essentiellement étatiques. Et vous savez que nous avons une conférence nationale souveraine où les deux grandes forces, même si elles étaient opposées politiquement, je rappelle, donc l'Union sacrée, conduite par le docteur Étienne Tshisekedi, et la mouvance présidentielle ont toutes les deux, ces grandes forces, refusé la privatisation. Et c'est ainsi qu'il y a eu, pour permettre l'accès à nos matières premières de la part de l'Occident, la création d'une troisième voie. Et cette troisième voie, malheureusement, n'a pas pu prendre politiquement au sein du pays. Et comme il y avait un impératif de pouvoir accéder à nos ressources, c'est comme ça qu'il y a eu un blanc-seing qui a été donné au Rwanda et à l'Ouganda pour nous envahir. C'est ça la raison fondamentale de la crise qui a déchiré notre pays pendant les 30 années passées. Et donc il fallait aussi le résoudre par un volet économique. Il fallait créer un cadre propice où, par rapport à cette économie passée, donc l'économie du numérique et l'accès à ces ressources, que les choses soient clarifiées de manière transparente, où on affirme la souveraineté de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de ces ressources et qu'on dise que s'il y a des matières de coopération entre les deux pays ou plusieurs pays de la région, que cela se fasse de manière transparente. D'où ce cadre d'intégration économique régionale qui, au fait, repose essentiellement sur ce qui a été imaginé déjà dans le cadre de la CEPGL. Parce que ce cadre d'intégration régionale économique est basé sur
l'énergie, infrastructure, agriculture, tourisme, mais on a rajouté maintenant un volet qui concerne les matières premières. Mais ça consacre aussi économiquement la fin d'un cycle, parce que l'économie fonctionne en fonction des cycles. Il y a des cycles qui sont plus ou moins courts et il y a des cycles qui sont plus ou moins longs. Et il y a la fin d'un cycle maintenant qui marque la fin d'une économie du numérique tel que nous l'avons connu hier. Et il y a un nouveau cycle qui démarre. Et ce cycle-là marque l'économie du futur, l'économie verte, où les mêmes matières premières stratégiques se retrouvent au Congo. Et c'est pour ça qu'il y a deux volets. On règle un problème du passé avec le cadre économique, d'intégration économique régionale, et il y a un partenariat stratégique qui s'ouvre sur les nouvelles matières premières. Et là, c'est du bilatéral directement, alors que ça ne s'est pas fait par le passé, où on négociait nos matières premières sans nous. Ici, maintenant, ça se négocie directement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Nous vous proposons l'entretien que nous a accordé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la RDC, M. Patrick Muyaya. Il revient sur les engagements pris à Washington, mais surtout sur le rôle central que Donald Trump est appelé à jouer comme médiateur dans la mise en œuvre de ce nouvel accord de paix. On écoute son intervention. Écoutez, il y a des engagements qui ont été réitérés aujourd'hui par des chefs d'État. Vous avez suivi le président Trump lui-même parler de 3 jours pour voir des choses se faire sur le terrain. Je crois que le président de la République a eu l'occasion à la Maison-Blanche de donner l'opinion de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus paraffer, où le président est venu entériner l'accord de paix dans un contexte où le Rwanda continue de bombarder nos populations. Je pense que le président Trump a été pleinement informé et que dans le cadre du rôle qu'il doit jouer comme médiateur, il pourra agir pour que la paix puisse devenir effective sur le terrain. Monsieur le ministre, la mise en œuvre des accords de paix est souvent complexe. D'ailleurs, pendant que les deux parties signent ce pacte à Washington, l'une d'elles continue de bombarder les populations dans l'est du pays. Dans des conditions comme ça, les habitants peuvent-ils réellement espérer à l'instauration d'une paix durable? Écoutez, il y a les volets humanitaires qui a fait l'objet de la conférence de Paris le 30 octobre dernier. Il y a évidemment tout le travail que nous faisons dans le cadre de différents mécanismes pour que très rapidement l'autorité de l'État puisse être restaurée. Ce n'est qu'en ayant restauré l'autorité de l'État qu'on va créer les conditions pour que les femmes et les enfants puissent être moins victimes, parce que vous savez que c'est elles qui payent le plus lourd tribut de cette guerre. Et de ces points de vue, il y a un engagement réitéré, renouvelé, tant du côté du président de la République que du côté de la première ministre, avec les différentes organisations humanitaires avec lesquelles on travaille, pour que très rapidement nous puissions apporter les secours qu'il faut. Mais les préalables principaux restent la paix, et c'est pourquoi nous sommes venus à Washington, et nous espérons que dans les jours qui viennent, les choses seront plus concrètes de ces points de vue. Mais malgré la solennité de la signature, l'attitude des deux chefs d'État distants, tendus, sans contact physique, laisse apparaître des limites d'un rapprochement encore fragile. Vous écoutez Radio Kunafoni. Devant l'Institut Donald Trump pour la paix, où les deux présidents signaient un accord, une scène n'a pas échappé aux citoyens. L'absence de poignée de main entre les deux dirigeants, plusieurs parmi eux assistant à cette cérémonie avec fierté et espoir, témoignent d'une méfiance persistante, ce qui renforce les doutes sur la mise en œuvre réelle d'une paix durable. Écoutons les témoignages de Madame Mami Pakassa, citoyenne congolaise. Je suis Mami Régine Pakassa. Je suis chargée des finances de CAFCO, qui est une plateforme qui s'occupe de violences basées sur le genre. Donc CAFCO, ça veut dire cadre de concertation de la femme congolaise. Et je suis aussi femme chef d'entreprise. Vous savez, en tant que femme, nous sommes les premières victimes des atrocités qui se passent en RDC. 30 ans, c'est pas 30 jours. Ça fait quand même 30 ans. En 30 ans, on devient mère, et en 30 ans, on peut aussi déjà... on fait beaucoup de choses, mais nous avons perdu 30 ans. Nous ne pouvons que espérer que tout aille mieux et que les accords qui ont été signés soient respectés de part et d'autre, que nous puissions avancer pour le bien-être de toutes les populations de l'Est. Mais vous savez, quand l'Est ne va pas, c'est aussi l'Ouest aussi qui en souffre, parce que nous sommes un seul corps. Notre espoir est que tout se passe bien, que les respects de part et d'autre soient là et que la guerre et les hostilités cessent. Merci. C'est Thierry Kabamba. Pour la référence, beaucoup plus de gens appellent Palmbi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple du Congo, parce qu'il y a l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda qui vient d'être signé. Cet accord prévoit que cessent les atrocités
dans l'est du Congo pour mettre fin à la guerre et pour que les troupes rwandaises puissent se retirer du Congo et inaugurer enfin une nouvelle ère de paix, parce que sans la paix, on ne peut pas prétendre à une prospérité. Et quand on est dans les milieux des affaires, la première recommandation, d'abord, c'est que l'argent n'aime pas le bruit de boîte. L'argent n'aime pas les coups de canon. Cette paix va permettre à ce que les gens se remettent au travail, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Est du Congo, c'est d'abord un grenier en termes d'agriculture. On produit beaucoup de produits agricoles dans l'Est du Congo, à côté du côté minier de ces côtés-là. Ce qui veut dire que, en clair, comme les masques sont tombés, Kagame est nié qu'il n'avait pas de troupes au Congo. En signant l'accord, il reconnaît qu'il était au Congo. Et maintenant, il ne lui reste qu'à se retirer pour permettre à ce que la paix puisse s'installer. Parce que cette paix du Congo va être les moteurs du développement de toute la zone ou la région des Grands Lacs. Ce qui est beaucoup plus important parce qu'il y a beaucoup de projets intégrateurs qui peuvent mettre ensemble les pays qui sont dans la région du Grand Lac, notamment le Burundi, l'Ouganda et bien entendu l'Est. Et là, on a parlé même du corridor de Lobito parce que ça prend même la Zambie. En tant qu'entrepreneur de la diaspora, vous avez espoir maintenant? Moi, j'ai commencé d'abord par investir avant de devenir membre de la diaspora. J'ai investi au pays et je continue à investir. Et l'année prochaine déjà, je vais rentrer pour reprendre des activités que j'avais laissées, mais beaucoup plus pour lancer de nouvelles activités. Je vous remercie. C'est Eric Yaoné. Je suis très heureux d'être ici par rapport à cette journée historique. Nous sommes en soirée, mais toute la matinée, il y a une série d'accords, des signatures, des conférences. Justement, après 30 ans de guerre, le Rwanda et la République démocratique du Congo, sous le biais et l'impulsion des États-Unis, ont signé un accord de paix. Nous sommes dans la théorie et nous acceptons cela. Nous, le peuple congolais, nous attendons maintenant la pratique pour que cette situation soit effectivement réelle et que cette situation puisse nous donner une chance à la génération future de l'espoir. Plusieurs personnes sont en prière pour que vraiment, effectivement, le Congo puisse se décoller et qu'avec tous les pays frontaliers, nous puissions vivre en paix. La cérémonie de Washington marque une étape importante, mais aussi une réalité. La paix entre la RDC et le Rwanda reste fragile et les signes diplomatiques observés entre les deux présidents rappellent que le chemin reste long. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Kunafoni. C'était la première partie de notre journal. Nous vous retrouvons pour la suite de l'actualité après la promo. Restez connectés. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance. Pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester avec nous sur Radio Kunafoni. Place maintenant à la deuxième partie de notre journal, toujours avec Kadiatou Traoré au micro pour la suite des informations. Nous ouvrons cette deuxième partie de notre information avec le Burkina Faso où l'ONG internationale INSO annonce la libération de 8 de ses employés, dont 3 ressortissants européens arrêtés fin octobre pour des accusations d'espionnage. Une affaire qui intervient dans un contexte de forte pression exercée par les autorités de la région sur les organisations humanitaires. Écoutons le récit de Aïssata Traoré. L'ONG internationale INSO, basée aux Pays-Bas, annonce la libération de 8 de ses employés, dont 3 ressortissants européens, un Français, une Franco-sénégalaise et un Tchèque, arrêtés fin octobre au Burkina Faso pour des accusations d'espionnage. Dans un communiqué publié ce vendredi 5 décembre, l'organisation spécialisée dans l'analyse sécuritaire au service des acteurs humanitaires salue une libération effectuée en toute sécurité et remercie les soutiens qui ont permis ce dénouement. Ces arrestations étaient intervenues après la suspension de l'ONG fin juillet par la junte burkinabé, qui l'accusait de collecte illégale de données sensibles. Le ministre
ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, affirmait alors qu'INSO fournissait des informations susceptibles de nuire à la sécurité nationale et que certains responsables avaient poursuivi leurs activités malgré l'interdiction. Cette affaire s'inscrit dans un climat de durcissement généralisé envers les organisations humanitaires au sein de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, comme le Niger et le Mali, a multiplié les suspensions et révocations d'autorisation de ONG. À Niamey, plusieurs centaines d'associations ont été frappées ces derniers mois, tandis qu'au Mali, les structures soutenues par la France sont interdites depuis 2022. INSO, qui affirme rester engagé aux côtés des acteurs humanitaires pour garantir une aide sûre et impartiale, n'a pas souhaité dévoiler les conditions exactes de la libération de ses 8 employés. Ici, à Washington, D.C., les envoyés spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont tenu une nouvelle série de rencontres avec les autorités ukrainiennes. Objectif, tracer un chemin crédible vers la paix durable dans le contexte diplomatique particulièrement tendu avec la Russie. Écoutons le récit de Thierry Loubon. Selon un communiqué publié le 5 décembre 2025 par le bureau du porte-parole du gouvernement américain, les envoyés spéciaux pour la paix Steven Witkoff et Jared Kushner ont rencontré à plusieurs reprises le secrétaire ukrainien du Conseil de sécurité nationale, Rustem Umerov, ainsi que le chef d'état-major, le général Andriy Natov. Il s'agissait de leur 6e réunion en 2 semaines, visant à tracer un chemin crédible vers une paix durable et juste en Ukraine. Kiev a rappelé que toute solution doit garantir la souveraineté du pays, la sécurité de ses citoyens et les bases d'un avenir démocratique stable. Le communiqué précise que les discussions ont porté sur les récents contacts entre Washington et Moscou, ainsi que sur les mesures pouvant mener à la fin du conflit. Les délégations ont convenu d'un cadre commun de sécurité et souligné que tout progrès dépend désormais de la volonté de la Russie de s'engager dans la désescalade. Les envoyés américains et les responsables ukrainiens ont également abordé la reconstruction économique du pays, considérée comme indissociable d'un cessez-le-feu durable. Les parties se réuniront à nouveau pour poursuivre ces négociations. Aux États-Unis, la politique migratoire se durcit brutalement. Le gouvernement fédéral a ordonné le gel immédiat de toutes les décisions relatives à l'octroi de l'asile après une attaque meurtrière survenue cette semaine à Washington, D.C. Une mesure qui s'ajoute à une série de restrictions déjà annoncées et qui alimente un vif débat politique dans le pays. Écoutons le récit d'Abdoulaye Diakité. Le gouvernement américain a annoncé vendredi le gel immédiat de toute décision relative à l'octroi de l'asile aux États-Unis, en réaction directe à l'attaque survenue 2 jours plus tôt à Washington, qui a coûté la vie à une militaire et grièvement blessé un second soldat, rapporte l'AFP. Le suspect, Rahmanullah Lakanwal, afghan de 29 ans arrivé en 2021, doit être inculpé d'assassinat, la justice fédérale envisageant de requérir la peine de mort. L'administration, appuyée par Donald Trump et plusieurs responsables républicains, a invoqué cet acte pour durcir encore sa politique migratoire. Les services d'immigration ont suspendu toutes les décisions d'asile jusqu'à ce que chaque étranger soit passé au crible le plus strictement possible, a déclaré leur directeur Joseph Edlow sur X. Cette mesure survient alors que Washington prévoit déjà de réduire drastiquement le nombre de réfugiés admis chaque année et que le département d'État vient de suspendre l'émission de visas pour les détenteurs de passeports afghans. Selon l'AFP, cette affaire intervient sur fond de tensions politiques croissantes autour de l'immigration, Donald Trump promettant d'interdire l'entrée aux ressortissants de tous les pays du tiers-monde après la mort de la jeune militaire Sarah Beckstrom, 20 ans. Lakanwal, dont le mobile reste inconnu, aurait pourtant servi aux côtés de l'armée américaine avant d'être évacué en 2021, ses antécédents ayant été vérifiés à de multiples reprises, souligne l'ONG Afghan Evac. Tandis que l'autre victime, Andrew Wolf, 24 ans, demeure dans un état critique, l'administration américaine a lancé un réexamen complet des cartes vertes délivrées aux ressortissants de 19 pays jugés préoccupants. Plus de 190 000 Afghans sont arrivés aux États-Unis depuis la chute de Kaboul, rappelle le département d'État. Pulse Santé, une production de Radio Kunafoni. Pour vos commentaires, vos questions et vos témoignages, retrouvez-nous sur radiokunafoni.com. Place au sport et à la diplomatie. Maintenant, avec une soirée riche en surprises lors du tirage de la Coupe du Monde 2026 à Washington, D.C. Si les affiches annoncées promettent déjà de grands moments, l'événement a surtout été marqué par la création d'un tout nouveau prix de la paix de la FIFA et attribué pour la première fois à Donald Trump. Un choix qui fait vivement réagir. Gauthier Thiami nous raconte. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a lancé officiellement les festivités de cette édition
édition unique organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, une première dans l'histoire du tournoi. Les sélections africaines héritent de groupes contrastés, mais plusieurs affiches attirent déjà l'attention. Un très attendu France-Sénégal, un explosif Brésil-Maroc ou encore Côte d'Ivoire-Allemagne. Autant de rencontres qui promettent de fortes émotions. Mais selon US Today, la soirée a pris une tournure inattendue au Kennedy Center de Washington lorsque la FIFA a annoncé la création de son prix de la paix et l'a décerné pour la première fois à Donald Trump. Gianni Infantino a remis le trophée et la médaille au président des États-Unis qui a salué l'un des plus grands honneurs de sa vie, affirmant que le monde est un endroit plus sûr maintenant. Cette distinction a immédiatement suscité des réactions vives. Les organisations de défense des droits de l'homme, notamment Human Rights Watch, ont critiqué la FIFA, dénonçant l'absence de transparence dans la sélection et le choix d'une figure politique controversée. Certains analystes rappellent que Donald Trump souhaitait depuis longtemps obtenir un prix international pour ses efforts diplomatiques, alors que le Nobel de la paix a cette année été attribué à la Vénézuélienne Maria Corina Machado. Quant aux critères précis du nouveau prix de la FIFA et aux actions censées justifier ce choix, la fédération n'a fourni aucune explication détaillée, alimentant les interrogations. Ceci met fin à notre bulletin d'information de ce samedi 6 décembre 2025, présenté par Kadiatou Traoré. Un grand coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment à Bamako, la capitale du Mali, particulièrement à tous les membres du Grain Bekri à Amdalaï, sans oublier M. Amadou Wan, Aruna Diakité et le chef de Grain El Bekri, Panta Diabaté et autres. Toute l'équipe de Radio Kunafoni vous dit merci. Restez connectés sur nos plateformes mobiles. Nous vous souhaitons une excellente journée de samedi. À très bientôt sur Radio Kunafoni, la voix qui vous informe.